Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehid. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à la 7e émission de Ad litteram. Aujourd'hui, nous allons traiter des deux articles de la Constitution, article 4 et article 5. Je suis ravie de recevoir la professeure de droit public, Madame Salwa Hamrouni. Bonjour. Bonjour Amel et merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors, professeur Salwa, on va commencer par l'article 4, mais on doit juste expliquer aux auditrices et aux auditeurs pourquoi on a choisi de traiter les articles 4 et 5 ensemble. Alors, je pense que d'abord, les deux articles figurent dans la même section, la première section relative aux principes généraux, et c'est une partie de la Constitution qui détermine les symboles de l'État tunisien, les symboles de la République et les choix fondamentaux en la matière. Donc D'accord. aussi bien l'article relatif au drapeau que celui relatif à l'Union du Maghreb arabe, ce sont des articles qui déterminent un petit peu l'identité de l'État tunisien d'une manière ou d'une autre. D'accord. L'article 1er traite du drapeau tunisien, de l'hymne national et de la devise de la République. Commençons par le drapeau de la République tunisienne, où il y a son descriptif au début de cet article. Il est rouge, en son milieu figure un disque blanc comportant une étoile rouge à 5 branches entourée d'un croissant rouge. Donc pourquoi ce descriptif du drapeau tunisien dans la Constitution? Alors avant de voir le descriptif en lui-même, il faudra peut-être rappeler que le drapeau tunisien a été adopté le 20 octobre 1827 par Hussein II Bey. Et à l'époque, donc, cela a précédé le protectorat. Et on peut deviner d'ailleurs son rôle, le rôle joué par le drapeau durant la résistance. Maintenant, pour le descriptif, oui, il faut que la Constitution quand même détermine les grandes lignes au moins, ou la description générale, parce que la description technique et précise, elle a été faite par une loi qui date du 30 juin 1999. D'accord. Donc on a toujours eu le même drapeau avant l'indépendance, après l'indépendance, mais il a fallu attendre la loi de 99 pour avoir un descriptif, mais vraiment très détaillé du drapeau. Et à la fin de cette loi même, il y a un renvoi à un dossier technique comportant un modèle du drapeau, de ses différentes mesures, la manière de le tracer, ainsi que les spécifications techniques de sa couleur. Donc c'est très bien organisé par la loi. Et d'ailleurs, la question s'est posée à un moment parce qu'il y a eu des erreurs parfois protocolaires concernant le protocole, notamment chez la présidence de la République à un certain moment. Donc, Même au Parlement, je crois. Voilà. Lors de la discussion des différents brouillons de la Constitution de 2014. Voilà. Donc ça, c'est le rôle essentiel de la loi. Il en est de même pour l'hymne national parce que l'alinéa 2 de l'article 4 dit que l'hymne national de la République tunisienne est Houmet al-Himma, point, il est fixé par la loi. Alors oui, là c'est la même chose, c'est le même souci. D'abord l'hymne national, il faut le rappeler que ça a été décidé ainsi, c'est-à-dire Houmet al-Himma le 12 novembre 1987, puisque avant cela nous avions El Khalidi, et l'hymne actuel était déjà connu comme celui de la jeunesse destourienne notamment et du mouvement national. Donc, les paroles, je rappelle, les paroles sont attribuées à Mustafa Sadr Rifai et bien sûr les 2 ou 4 vers d'Abul Qasim Cheb et composition d'Ahmed Khaireddin. Donc, concernant l'hymne et le renvoi à la loi, c'est peut-être, je me dis que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous-même, mais il y a une autre version de l'hymne national qui circule, qui est chanté de temps en temps et qui est totalement étrangère à l'hymne que nous connaissons. Donc je pense... Une autre version de Houmet al-Himma, c'est exactement, d'autres paroles. Et donc je pense que là aussi, il faudrait que la loi intervienne pour organiser les choses et pour que ça soit inscrit noir sur blanc. Ad litteram. On arrive à la devise de la République. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une devise pour un État ou pour une République? La devise d'un pays peut être définie comme étant une formule brève exprimant des valeurs ou les principes auxquels s'attache une nation ou un peuple. Tous les États ont une devise? Évidemment. En l'occurrence, pour nous, maintenant, c'est liberté, dignité, justice, ordre. Oui. Pour d'autres États, c'est par exemple la France, liberté, égalité, fraternité. Pour oui. l'Algérie, par le peuple et pour le peuple. Pour le Maroc, Dieu, la nation, le roi, ainsi de suite. Donc chaque peuple et chaque nation choisit
la symbolique de sa devise qui exprime ou qui résume un petit peu cette nation. La Constitution dit que la devise de la République tunisienne, c'est liberté, dignité, justice et ordre. Quelle est la valeur juridique de toutes ces valeurs citées comme étant l'ensemble des éléments de la devise républicaine tunisienne? Alors, ce n'est pas une question de valeur juridique, mais plutôt symbolique, hein, puisque la devise est inscrite aussi sur les armoiries de la République, qui existaient déjà et qui ont été changées plusieurs fois. On avait les armoiries déterminées par un décret bellical depuis 1956, qu'on a maintenu après l'indépendance, et il a fallu une loi. On a eu maintenant deux lois. On a deux lois. La première, elle date du 30 mai 63, modifiant les armoiries, et elle a changé également l'ordre de la devise nationale, donc ordre, liberté et justice. Et puis le 2 septembre 89, on a une autre loi qui a aussi inversé l'ordre de devise. Voilà. Vous avez employé un terme un peu spécifique. Vous dites armoirie. On explique aux auditrices et aux auditeurs qu'est-ce que les armoiries? C'est le support de la devise. C'est le support que nous voyons, sur lequel, dans la partie supérieure, il y a la galère punique qui symbolise la liberté. La partie inférieure est divisée en deux parties. À gauche, une balance noire, symbole de la justice, et à droite, un lion, symbole de l'ordre. Et entre les deux, on trouve une banderole qui, elle, comporte la devise liberté, ordre, justice. Donc, c'est ça les armoiries. Actuellement, on y a ajouté la dignité, ce qui pose la question ou le problème de concrétiser cela au niveau des armoiries. La mise en forme, la symbolique, qu'est-ce qui va symboliser la dignité? En plus, on ne doit pas oublier aussi qu'il va falloir reprendre tout ce qui existe déjà, c'est-à-dire dans les administrations, dans les tenues, tout ce qui comporte en fait les armoiries devrait être changé, et ça, je pense que ça va pas être très facile. Ça se fera dans le temps. On arrive, professeur Salwa Hamrouni, je rappelle que vous êtes notre invité pour cet épisode de Ad Litteram. On arrive à l'article 5 qui dit que la République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe, elle œuvre pour son unité et prend toutes les mesures pour sa concrétisation. Alors, que veut dire la Tunisie constitue une partie du Maghreb arabe? Est-ce que cela peut engendrer des conséquences sur les choix fondamentaux de l'État tunisien, sur son régime? Alors, dire d'abord que la Tunisie constitue une partie du Maghreb arabe, c'est comme un constat. Hein, c'est un constat d'une appartenance géographique. Mais je dirais un peu plus que cela aussi, puisque c'est prévu par la Constitution. Je rappelle aussi que ce renvoi au Maghreb et à l'unité du Maghreb existe également dans le préambule de la Constitution. Et cette orientation n'est pas nouvelle, hein. Elle n'est pas nouvelle parce qu'elle nous vient déjà de la Constitution de 1959, avec son article 2 qui faisait le même constat. Hein. La Tunisie constitue une partie du Grand Maghreb arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. Je rappelle aussi que c'est un article qui a été révisé en 1976 suite à la tentative d'union avec la Libye pour conditionner la ratification des traités apportant modification de la Constitution par un référendum. C'est dire que l'appartenance au pays du Maghreb n'est pas que géographique, elle est aussi en vertu de la langue, l'histoire, la langue, la religion, et donc d'autres facteurs identitaires en réalité. Et peut-être un jour politique s'il y a vraiment concrétisation de l'union du Maghreb arabe. Oui. La Constitution dit que l'État tunisien œuvre pour l'unité du Maghreb arabe. Alors, que veut dire concrètement œuvrer pour cela? Œuvrer, c'est une obligation juridique quand même. Hein. C'est une obligation parce qu'il y a tendance à penser que œuvrer, c'est pas obligatoire pour l'État. Non, l'État doit œuvrer, c'est-à-dire doit faire en sorte qu'on arrive à l'unité du Maghreb et à rapprocher les pays du Maghreb. Et l'idée d'œuvrer pour cela, c'est déjà concrétisé, même dans un schéma contesté ou pas faible ou pas très engagé, qui est l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe, qui a été fondée, on a fêté sa création le 17 février dernier, puisque ça a été fait par un traité de 1989. L'État est en train de prendre toutes les mesures pour la concrétisation du Maghreb aujourd'hui, ou ça devrait être projeté dans l'avenir?
Alors ça devrait être projeté dans l'avenir parce que déjà depuis 1994, on n'a même pas eu de sommet. Hein. Et puis il y a des structures qui ont été prévues par le traité qui n'existent pas. Et puis il ne faut pas oublier que cela ne relève pas que de la Tunisie. Il faut qu'il y ait aussi la même volonté des autres États. Et vous pensez très bien, quelques problèmes concernant le Sahara occidental notamment peuvent ralentir ce processus et présenter un défi pour l'ensemble des États. Mais en plus de ce qui se passe en Libye. En plus de ce qui se passe en Libye et l'état général aussi, hein, la situation interne de l'ensemble de ces États. Merci professeur Salwa Hamrouni pour tous ces éclaircissements concernant les 2 articles de la Constitution tunisienne, l'article 4 et l'article 5. Au revoir. Merci. Et à la prochaine émission. Ad Literam par Emel Chehed.